présent à ce dialogue sur la question des technologies. On est très content. On a eu des bons échanges avec l'ensemble des panélistes pour justement un peu se poser des questions, puis essayer de voir, je pense que beaucoup de personnes se posent des questions, à savoir les technologies, ça ressemble à quoi exactement, la captation de carbone, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est disponible maintenant? Qu'est-ce qui est en recherche et développement? Ça veut dire quoi une start-up technologique qui tente de trouver des solutions à la crise climatique? Est-ce que c'est des questions qui peuvent être considérées comme équitables à long terme, qui peuvent être partagées? Qu'est-ce qui se fait ailleurs dans certains pays du Sud? Donc, on a la chance d'avoir une panéliste qui va nous partager son expérience dans le nord de l'Afrique. Et puis, on l'a dit, c'est des dialogues. Donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger différents points de vue de manière respectueuse sur cette question-là, sur la question un peu d'un point de vue à trouver ensemble des solutions pour le climat. Donc, on va avoir autour de la table des points de vue différents là, sur le rôle que les technologies peuvent jouer par rapport à la question des changements climatiques. Donc, comment ça va fonctionner aujourd'hui? On va avoir un premier tour parce qu'on trouvait important de présenter aux participants, finalement, des exemples là, de technologies, peut-être pour rendre ça un peu plus concret. Donc, on a 4 panélistes qui vont nous présenter des exemples de technologies qui sont mises en place par leur organisation ou, dans certains cas, financées par leur organisation. Ça va être suivi par la suite d'une réflexion par M. Detunck, un ancien professeur de la Polytechnique, qui va réfléchir avec nous un peu sur le rôle que les technologies peuvent jouer, puis revenir un peu peut-être sur les présentations de première ronde. Puis par la suite va s'en suivre une réflexion, puis une discussion globale ensemble sur les pour et contre, et puis sur différents enjeux ou défis liés au transfert technologique, liés à la question de la crise climatique. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour ne pas présenter tout le monde un après l'autre, je vais faire une présentation juste avant une première présentation dans le premier tour. Donc, notre premier panéliste s'appelle Meir Rapkin. Il est le fondateur et directeur associé de Blue Vision Capital, un nouveau fonds d'investissement en capital de risque de 40 millions mobilisé dans la lutte au changement climatique, dont la mission est d'investir dans des startups innovantes dans le secteur des technologies propres au stade de l'amorçage qui peuvent démontrer un impact positif, mesurable et significatif face aux enjeux climatiques. Il possède près de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement au sein des plus grandes sociétés de placement au Canada telles que Placement Mackenzie, Gestion d'actifs, CIBC, Desjardins et Groupe Investor. Donc, Meir, je te laisserai la parole pour le premier tour, puis je vais présenter tous les panélistes juste avant leur présentation. Je pense que ça va être moins long là, que présenter tout le monde l'un après l'autre. Donc, Meir, à toi la parole. OK, parfait, bonjour. Donc, merci beaucoup de l'invitation, premièrement. Alors, si j'ai bien compris, on a plusieurs questions. Donc, je vais commencer avec la réponse à la première question. C'est bien ça? OK, parfait. Donc, la question, c'est sur la notion de la technologie. Donc, en fait, pour comprendre, l'idée, c'était de présenter la technologie innovante dans le climat en lien avec ce qu'on fait. Donc, en quoi ce qui donne une réponse à la crise climatique et aussi quel est l'état actuel du déploiement de technologies. Donc, nous, chez Blue Vision, comme Jean-François vient de mentionner, c'est un fonds en technologie propre où on regarde, en fait, notre rôle, c'est de regarder toute la panoplie des startups qui ont un impact climatique. Donc, juste pour donner une idée, on a lancé le fonds au mois de juin. On a passé à travers à peu près 150 entreprises différentes qu'on a regardées. Et la majorité, c'était au Québec, qui offrent vraiment des solutions concrètes à résoudre la crise climatique. Nous, en fait, on vise 5 verticaux, principalement. Donc, un, c'est la mobilité durable, l'économie circulaire, le high-tech, l'efficience énergétique et la biodiversité. Et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de cibler les thèmes d'investissement qui vont vraiment révolutionner la prochaine décennie d'innovation en technologie propre. Donc, pour vous donner quelques exemples de startups qu'on regarde ou qu'on a regardées, évidemment, il y a même certaines parmi on a déjà investi, mais sans nommer des noms pour garder les choses confidentielles. Ce que je trouvais assez fascinant, c'est le montant d'innovation qui existait même localement ici au Québec.
Un bon exemple, un gros problème qu'on a, c'est le problème des plastiques. Si vous regardez, les océans sont remplis de plastique, c'est un énorme problème. Et il y a des solutions qui sont vraiment proches d'ici. Une, c'est une compagnie à Québec qui s'appelle Bosque. Cette compagnie-là, ce qu'elle fait, c'est utilise en fait le résidu ou le déchet là, des palpitières. Elle réutilise ça pour produire des produits de plastique qui ressemblent exactement à un produit de plastique régulier. J'ai même vu des démos, puis on ne peut même pas différencier. Par contre, c'est complètement biodégradable et c'est entièrement fait de produits qui sont naturels et qui n'ont aucun élément de pétrole. Donc, tout le monde dit que, bon, on a besoin de plastique, on les utilise de façon très quotidienne. Il y a une solution, que ce soit entièrement biodégradable, que ça ne cause pas de dommages dans le sol, dans les océans, dans les rivières. Ces solutions existent, mais c'est une start-up. Elle fait une ronde seed, elle est en croissance. Puis, il faut vraiment que cette compagnie-là se commercialise pour avoir un impact à l'échelle globale. Une autre compagnie qu'on a regardée, il y a beaucoup aussi dans la capture de carbone. Et d'ailleurs, Martin va parler de ce qu'il fait, ce qui est vraiment une entreprise extraordinaire qu'on a aussi regardé dans le lancement de notre fonds. Mais il y a énormément d'innovations aussi sur comment capturer le carbone, parce qu'ultimement, c'est ça l'enjeu, c'est l'augmentation de montant de CO2 dans l'atmosphère qui cause le réchauffement climatique. L'innovation existe et les solutions existent. Martin pourra en parler davantage, mais il y a des innovations où tu mets des turbines sur les usines qui produisent du CO2 dans des industries ou des plantes énergétiques qui capturent le carbone entièrement et les réutilisent pour faire un procédé chimique différent. Il y a SAF Consortium, par exemple, qui utilise le procédé chimique pour créer du jet fuel pour l'aviation. Il y a d'autres alternatives qui utilisent ça pour créer, par exemple, du béton, comme Carbicrete. Il y a d'autres solutions comme la compagnie de Martin Larocque Electrocarbone qui utilise ça pour un autre procédé chimique. Donc, l'innovation existe. Je vais finir par peut-être partager la troisième. Il y a aussi beaucoup d'efficience énergétique qu'on peut trouver, et ça, c'est plus pertinent avec notre thèse d'investissement. C'est des solutions, souvent des solutions logistiques ou logicielles, pardon, qui permettent d'avoir une efficience beaucoup plus forte, surtout dans le PropTech. Donc, les bâtiments, en fait, sont responsables de 40 des GES mondialement. On vient d'investir cette semaine justement dans une compagnie qui, ce qu'elle fait, c'est un logiciel qui permet aux propriétaires d'immeubles de décarboniser leurs bâtiments. C'est une solution qui réduit jusqu'à 80 des émissions intrinsèques et d'exploitation dans des bâtiments existants. Donc, c'est vraiment, comme on dit, des low-hanging fruits où on peut trouver énormément d'efficience. Il ne faut pas nécessairement toujours penser à, OK, il faut bâtir une énorme infrastructure de capture de carbone. Oui, c'est important, mais je pense qu'en parallèle, si on crée des efficiences énergétiques à travers le AI, le ML qui existe déjà, je pense que ça, c'est du low-hanging fruit que nous, on regarde de très près. Donc, je pense que, en résumé, là, ce que je trouve encourageant, c'est que l'innovation existe, même ici, localement, au Québec. Je pense que les entrepreneurs, ils ont un rôle essentiel à jouer pour atteindre des objectifs net zero de 2030-2050. Puis nous, notre rôle chez Blue Vision, c'est vraiment propulser la croissance de ces entreprises-là et les amener à un stade de commercialisation mondiale pour voir vraiment l'impact climatique à une échelle beaucoup plus importante. Merci beaucoup. Merci, Mir. Vraiment intéressant. On va revenir un peu là, sur tous les différents points là, à la fin là, de cette partie-là du panel, mais merci d'avoir partagé avec nous là, des éléments en lien avec, on a parlé récupération de plastique, capture de CO2, décarbonation des bâtiments, là, comme exemple concret de technologie que votre fonds financé comme start-up. Donc, beaucoup d'innovation là, présentement au Québec sur la question de la décarbonation. On va suivre maintenant avec Michel Archambault. Donc, Michel est vice-président hydrogène et combustible propre chez Evolugène par Énergie Brookfield. Il est ingénieur. Il a plus de 20 années d'expérience dans le secteur de l'hydrogène. Il a occupé différents postes de direction en Europe et en Amérique du Nord, axés sur la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau et sur les piles à combustible, les fuel cells. Il est actuellement président aussi d'Hydrogène Québec, vice-président du conseil de l'Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible et coprésident du comité hydrogène de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, l'AQPR, qui représente différents représentants de l'industrie en énergie renouvelable.
Donc, Michel, je te passerai la parole. Merci Jean-François. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Ça fait plaisir aussi de voir M. De Tonk sur le panel. M. De Tonk était mon professeur à la Polytechnique, donc beaucoup appris et puis ça m'a inspiré d'aller dans les énergies propres. Aujourd'hui, l'industrie que je fais partie, je suis très fier parce qu'il y a vraiment un problème réel, puis je pense qu'il y a beaucoup de solutions. Mir en a quelques pistes. Je me suis joint récemment à la compagnie Brookfield Renewable, on l'appelle en français Énergie Brookfield, qui est une compagnie que je peux vous montrer en quelques diapos. Qu'est-ce qu'on fait avec cette compagnie-là? En fait, c'est une compagnie canadienne à la base qui a des actifs à travers le monde, des actifs dans plusieurs types de divisions. Donc, on a l'infrastructure, on a l'immobilier, on a des investissements dans des compagnies, dans des entreprises de services et autres, mais on a aussi la division renouvelable à laquelle je fais partie. Donc, 68 milliards d'actifs en opération aujourd'hui qu'on a. On est une des plus grandes compagnies qui est cotée en bourse, en fait, qui focus essentiellement sur la décarbonation. C'est vraiment notre plateforme, c'est ce qu'on fait, avec 120 ans d'expérience en génération d'électricité, en production d'électricité. On a, donc, je disais 68 milliards, mais 24, dans le fond, mégawatts, ou 24 000 mégawatts, c'est 24 gigawatts, 63 % est dans notre portfolio renouvelable avec l'hydroélectricité. Je peux donner un exemple concret. Au Québec, on a la rivière Lièvre, on a plusieurs barrages au Québec, on en a aussi en Colombie-Britannique. La compagnie, comme vous le voyez, là, on est investi dans principalement le solaire, l'hydroélectricité puis l'éolien. Donc, on a une équipe, on a des équipes à travers le monde qui développent des projets dans tout type de renouvelables. Puis, depuis le mois de mai 2022, notre vice-chairman, qui s'appelle Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada et puis de la Banque centrale de Londres, a, avec notre président Connor Tusky, mis sur pied, en fait, un fonds d'investissement qui s'appelle le Fonds de transition énergétique Brookfield, on l'appelle le BGTF, qui est d'une valeur de 15 milliards. Puis ce fonds-là, en fait, 4 critères principaux. Ils doivent, premièrement, aller dans la transition énergétique, dont les investissements qu'on fait sont vraiment pour la décarbonation des industries. Mais on est aussi un investisseur responsable, donc il faut que l'investissement rapporte à ceux qui ont mis de l'argent dans le fonds. Ça, c'est une des conditions quand même. C'est un fonds d'investissement responsable. Ce que ça veut dire, c'est que on va regarder les compagnies, les placements qu'on va faire doivent générer un certain revenu dans une certaine période de temps. Puis ça doit aussi être un catalyseur pour la décarbonation, tous les investissements dans cette optique-là, mais avec un impact à court terme. On ne veut pas faire une décarbonation sur 100 ans, on veut avoir des résultats quand même immédiats. On doit agir maintenant, puis les investissements doivent être faits maintenant dans les technologies qui vont rapporter rapidement en termes de réduction d'émissions, puis finalement, ça doit être mesurable. Ce qu'on fait doit être mesurable. On doit avoir des impacts qu'on peut voir que ça a vraiment été le cas. On n'est pas seulement là pour investir et pas superviser ce qui se fait. On veut voir en opération aussi que ça fait les effets escomptés. On voulait des exemples concrets de technologies. J'ai parlé de solaire, j'ai parlé d'éolien et d'hydro, mais on investit aussi dans plusieurs autres technologies. Et récemment, je vais donner 2 exemples qui sont, je crois, sur la slide en bas. Vous avez LanzaTech et Entropy. Ce sont 2 technologies de capture du carbone. Une est une technologie qui a un solvant qui serait plus efficace que les autres solvants qu'on utilise pour la capture du carbone. Quand on fait des placements comme ça, on regarde la possibilité que ce solvant-là fonctionne, puis en fait, ce que ça va sauver en termes de CO2, ce que ça va coûter en termes de tonnes de CO2 évitées. Cette technologie-là, en fait, c'est LanzaTech. Puis on a Entropy, qui, elle, est une compagnie qui, j'ai inversé en fait les deux, c'est une compagnie qui digère en fait le CO2 avec une bactérie qui va faire du CO2, excusez-moi, de l'éthanol. Donc, on est capable de faire un alcool à partir des gaz à effet de serre en digérant en fait ces gaz-là. C'est 2 exemples concrets. Donc, je termine la présentation en vous montrant un peu la plateforme de Brookfield Renewable qui est à travers le monde. On a commencé avec Brookfield Renewable, mais aujourd'hui, on a acquis et investi dans plusieurs compagnies qui font maintenant partie de ce portfolio-là. Aux États-Unis, c'est Brookfield Renewable US. Au Brésil, c'est Elera Renouvelable. En Inde ou en Chine, chaque plateforme porte des noms différents et ont toutes des expertises différentes. Et puis en terminant, le dernier point, c'est qu'on n'est pas seulement un banquier. Il ne faut pas voir Brookfield comme un banquier. On veut accélérer la transition, mais on veut aussi participer
Donc, on est dans les opérations. Quand on a un barrage, on est dans le barrage, on opère le barrage, on a un contrôle sur aussi notre investissement. Merci. Merci beaucoup, Michel. Donc, on a comme débuté avec ceux qui financent les innovations, puis les technologies. On va suivre maintenant avec aussi certains qui en soutiennent et puis qui en développent ou en mettent de l'avant. Donc, on est très heureux d'avoir avec nous Soukaina Boudoudou, qui a un doctorat en génie électrique de l'Université Mohamed V à Rabat au Maroc. Ses principaux intérêts de recherche sont les réseaux intelligents, les réseaux électriques ferroviaires, l'efficacité énergétique et la gestion de l'énergie. Elle a une grande expérience technique dans l'efficacité énergétique et la décarbonation de l'industrie, qui est un enjeu, elle nous expliquera au Maroc, là, elle va pouvoir vous en parler là, pendant sa présentation. Et puis, elle est actuellement responsable technique des programmes de R&D d'innovation, développe des solutions innovantes pour améliorer la durée de vie des systèmes de stockage à l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, qui est un institut créé en 2011 là, qui accompagne la stratégie énergétique nationale marocaine à travers la recherche appliquée, orientée ainsi que l'innovation dans le domaine des technologies vertes. Donc, Soukaina, à vous la parole. Merci Jean-François. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je suis très honorée aujourd'hui de représenter le Maroc, l'Afrique et également l'IRSN en tant que référence technologique pour la lutte contre le changement climatique ici au Maroc. Donc aujourd'hui, je me permets déjà en fait peut-être d'expliquer un peu la liaison entre la lutte contre le changement climatique et la technologie. Donc aujourd'hui, c'est plus nécessaire de décrire ou bien de dire que le changement climatique sont principalement résultés des gaz à effet de serre qui sont principalement causés par l'activité humaine et également par la combustion, bien par l'utilisation de combustibles, à savoir le charbon, le pétrole et ainsi de suite. Donc pour pouvoir lutter contre le changement climatique, il faut absolument réduire, limiter, voire réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, il faut absolument participer à la transition énergétique, c'est-à-dire décarboner nos réseaux électriques, décarboner nos industries, décarboner nos bâtiments, décarboner nos moyens de transport, etc. Donc, pour réussir la transition énergétique, il faut absolument de la R&D, de la recherche et développement et l'innovation pour pouvoir répondre aux risques et aux incertitudes liées à cette transition énergétique. Donc, le Maroc, bien sûr, donc, accorde beaucoup d'importance au secteur de l'énergie. Il a fixé beaucoup des objectifs, notamment la décarbonation et la transition énergétique. Et pour pouvoir accompagner le Maroc dans sa stratégie énergétique et la transition énergétique, l'IRSN a été créé pour accompagner le Maroc par le ministère. Donc, elle a été créée en 2011, comme elle a dit Jean-François, en 2011, par le ministère de l'Énergie au Maroc et par d'autres acteurs privés et publics au Maroc. Donc, je me permets de vous présenter quelques slides concernant l'IRSN. L'accompagnement de la transition énergétique au Maroc par l'IRSN se fait par le biais de deux instruments, à savoir l'agence de moyens et les infrastructures. Donc pour les agences de moyens, c'est le financement accordé aux projets collaboratifs, c'est-à-dire entre les universitaires et les industriels, pour pouvoir soutenir la recherche et développement au Maroc. Donc, l'agence de moyens a pu soutenir les chercheurs universitaires au Maroc et a pu soutenir également l'innovation verte par le dépôt des brevets dans les thématiques de l'énergie verte. Et également a pu soutenir et équiper tout au long du royaume des laboratoires aux universités pour des thématiques liées à l'énergie et l'innovation verte. En ce qui concerne les infrastructures, donc IRSN a pu
donc équiper ou bien développer des plateformes, à savoir le Green Energy Park et le Smart Building Park. C'est pour contribuer au développement des énergies renouvelables, notamment le solaire thermique et le photovoltaïque, le smart grid et également l'efficacité énergétique dans les bâtiments et la mobilité durable. Également, donc, on a une ouverture sur l'Afrique par le développement d'une infrastructure pareille à celle qu'on a ici au Maroc ou au Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. L'objectif, c'est d'installer des technologies dans 2 climats différents pour pouvoir étudier la participation ou bien l'action de la transition énergétique dans 2 climats différents à travers les technologies du solaire. Donc également, il y a les nouvelles plateformes, à savoir le Green H2A, c'est la production d'hydrogène vert, et ses applications, à savoir le méthanol vert, l'ammoniac vert, l'hydrogène vert pour pouvoir produire de l'électricité. Comme vous le savez, le Maroc est un producteur de phosphate, donc il importe massivement ses besoins en ammoniac. Donc aujourd'hui, c'est une question obligatoire pour le Maroc de pouvoir décarboner sa production de phosphate par la production de l'ammoniac vert à travers l'hydrogène vert. Donc, il y a également la plateforme de la biomasse. Comme vous le savez, le Maroc également est un producteur d'argan et des huiles d'olive. Donc, l'IRASEN, à travers cette plateforme et à travers l'agence de moyens, il a soutenu, il a financé des projets de valorisation des déchets, des coques d'argan et des grillons d'olive pour pouvoir produire le combustible vert de demain, qui est le grillon d'olive et les coques d'argan, afin de les insérer dans le processus industriel marocain pour pouvoir décarboner notre industrie et pouvoir bien sûr produire de l'électricité verte à travers des chaudières à biomasse. Je n'oublie pas également de mentionner que la technologie non seulement contribue à la lutte contre le changement climatique, mais plutôt également à réduire les effets ou bien l'impact des changements climatiques, bien sûr, notamment par la contribution ou bien le développement ou bien de l'innovation dans l'économie d'eau, surtout dans le secteur de l'agriculture, de l'industrie et le bâtiment. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, intéressant d'entendre aussi des solutions en lien avec justement là, une production nationale. En fait, là, on parlait d'ammoniac vert, là, les besoins en lien avec le phosphate, ou même cette question-là là, de l'huile d'argan qu'on connaît très bien chez nous, en fait, là, puis qu'on essaie de trouver des solutions au niveau de la biomasse. Donc, merci beaucoup. On va terminer ce premier tour avec Martin Larocque, qui est cofondateur d'Electrocarbone, qui depuis 20 ans, là, Martin est impliqué dans la création et la croissance d'entreprises, dont les projets novateurs qui contribuent positivement à l'avancement de la société. Sa mission a pour objectif de reconnaître le potentiel de l'innovation, son positionnement technologique dans l'industrie, son développement et son exécution de projets en R&D. Comme je disais, il est cofondateur d'Electrocarbone, une entreprise fondée en 2019 qui a pour mission là, de convertir le CO2 en produit chimique à valeur ajoutée via un électrolyseur à CO2. Donc, sûrement comme moi, là, vous avez bien hâte de mieux comprendre là, comment ça fonctionne. Donc, Martin, je te laisse la parole pour pouvoir nous l'expliquer. Merci. Merci à toi, Jean-François, pour la belle introduction. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour aux participants. Ça fait vraiment plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un bel écosystème là, qui gravite autour de différentes possibilités, cette transition énergétique-là ou cette transition plus écologique pour notre économie. C'est la responsabilité de tous. Alors, je suis content de voir qu'il y a plusieurs participants. Tu sais, si tu me fais un point, moi, comme jeune entrepreneur ou comme jeune entreprise plutôt, parce que ça fait 20 ans, donc je ne suis plus un jeune entrepreneur, mais comme jeune entreprise, tu sais, NIR est un investisseur avec Blue Vision Capital qui investit dans des projets un peu qui ont beaucoup de promesses comme
comme les nôtres ou comme d'autres, tant mieux, ça crée et ça stimule l'innovation technologique. Si on fait le pont avec Michel, qui avec un Brookfield qui est un géant de l'industrie, ben là, ce que ça permet de faire, une fois que la technologie est développée, ça permet de la déployer à grande échelle, puis vraiment d'aller chercher les bénéfices là, qui étaient anticipés. Alors, c'est en travaillant tout le monde ensemble qu'on va y parvenir. Ça, c'est fondamental et c'est certain. Pour ce qui est d'électrocarbone, ça me fait plaisir de vous présenter ce qu'on fait. Le CO2, tout le monde connaît ça. On sait que c'est une problématique mondiale à laquelle on fait face. Le CO2 est en train de tout simplement détruire notre planète. Alors nous, ce qu'on s'est proposé de faire, il y a plusieurs technologies qui existent aujourd'hui pour faire de la captation et de la purification de CO2. La problématique, c'est qu'une fois qu'on l'a capté puis on l'a purifié, le CO2, souvent, on ne sait pas trop quoi faire avec. Nous, c'est sur cet élément précis-là qu'on s'est focusé. Le CO2, on l'utilise comme matière première. Cette matière première-là, on la transforme via un procédé d'électrolyse pour en faire une molécule à valeur ajoutée, en fait, une molécule qui aujourd'hui existe déjà. Les molécules chimiques sont souvent produites à l'extérieur, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe. Alors, nous, on est capable de la produire localement. Et donc, on est capable de rentabiliser un investissement. Pour moi, c'est un peu le nerf de la guerre. Michel en faisait référence dans son allocution. Je pense que quand on veut faire une transition énergétique quelconque, il faut s'assurer de la rentabilité de nos projets. C'est ce qui va permettre d'accélérer cette transition-là. Je vous présente quelques slides là, sur électrocarbone. Cet instant, ça fonctionne. Alors nous, le CO2 qui est une matière résiduelle industrielle qui détruit notre planète, on tente de le prendre pour en faire une transition ou d'en créer un produit là, qui aura une valeur ajoutée. Notre business d'électrocarbone, en fait, on le regarde en 3 grands volets. Le premier de ces volets-là, c'est notre supply. Le supply, c'est ce qui va alimenter notre système. Il y a 2 éléments précis, 2 éléments vraiment très importants. Le premier, c'est bien sûr le CO2. Le CO2 qui peut provenir d'une cheminée industrielle, qui peut provenir d'un procédé biogénique quand on fait de différents types de transformation. Dans la plupart des industries, on crée des quantités phénoménales de CO2. Malheureusement, notre supply, on considère qu'il est illimité. Quand on commence à parler avec des industriels de ce monde, on se rend compte de l'ampleur de la problématique. Plusieurs en font en émettent du CO2 des quantités phénoménales dans notre atmosphère, des centaines de milliers de tonnes, des millions de tonnes annuellement. Alors, c'est un immense problème. Quand on regarde l'autre extrême, c'est le produit de notre conversion. Quand on prend le CO2 puis on le convertit, il faut regarder on le convertit en quoi. Nous, notre première molécule qu'on va vouloir fabriquer ou produire, c'est du formate de potassium. Je parlerai un petit peu plus en détail tantôt de ce que ça fait, dans quoi c'est utilisé, mais c'est une molécule qui est connue, qui a un marché connu. Aujourd'hui, cette molécule-là, du HCOOK ou du formate de potassium, c'est fait en grande partie à partir d'une base de pétrole. Du pétrole, on le transforme en acide formique, de l'acide formique via des procédés chimiques, on en fait du formate de potassium. Cette molécule-là, aujourd'hui, elle est produite en grande partie soit en Asie ou en Turquie, au Moyen-Orient de façon générale. Elle est importée ici en Amérique du Nord pour une consommation industrielle. Donc, nous, c'est ce qu'on va venir remplacer. C'est une méthode de production conventionnelle. On va remplacer cette méthode-là via notre procédé qu'on appelle un procédé électrochimique. Ce qu'on a développé, c'est un électrolyseur à CO2. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques. C'est quelque chose qu'on pourra faire si jamais il y a des gens qui sont intéressés, mais tout simplement pour dire que notre matière première, c'est de l'électricité et du CO2. Et c'est ce qu'on prend pour transformer le CO2 en une molécule qui est du formate de potassium. Quand on regarde l'impact environnemental que ça peut avoir, ça peut être considérable. Aujourd'hui, on est en plein développement technologique. Là, on est en train de développer notre premier système d'ailleurs qu'on veut installer quelque part en juin 2023. Alors, ça arrive à grands pas. Quand on regarde l'impact environnemental qu'on va avoir, on a fait ce qu'on appelle un Life Cycle Assessment, un LCA, en jargon traditionnel, pour comprendre c'était quoi l'impact de notre tonne de formate de potassium qu'on produit comparativement avec un scénario de référence là, qui est la production de la même tonne de formate de potassium qui est produite ailleurs dans le monde.
Ce qu'on a eu comme résultat, c'est qu'on va sauver 2,15 tonnes de CO2 pour chacune des tonnes de formate de potassium qu'on va être en mesure de produire. Alors, c'est intéressant. À petite échelle, ça a un petit impact, mais à grande échelle, quand on parle de déployer des systèmes de plus grande envergure et d'en déployer plusieurs dans diverses régions du monde, alors ça peut avoir un impact qui va être à travers le temps considérable. Nos marchés, c'est des marchés qu'on connaît. Comme je le disais tantôt, notre innovation ne se situe pas dans la molécule elle-même, elle existe depuis longtemps. Elle est consommée par divers industriels. Entre autres, pour ceux qui se demandent ce que ça fait du formate de potassium, c'est consommé par les aéroports, qui représentent à peu près 30 de ce marché-là de 1,6 milliard mondial. Les aéroports en consomment parce qu'ils utilisent du formate de potassium comme agent déglaçant qu'ils mettent sur les pistes d'atterrissage. Donc, c'est une molécule qui est ce qu'on appelle business critical. Donc, ils se doivent absolument d'utiliser cette molécule-là et ils l'importent de l'extérieur. Donc, souvent, comme je le mentionnais tantôt, du Moyen-Orient ou d'Asie. Les aéroports en consomment des milliers de tonnes annuellement. La raison pour laquelle un aéroport en consomme, c'est que c'est non corrosif et que c'est environmentally friendly. Du format de potassium, après 30 jours, dépendamment des températures, ça va se biodégrader. Tout simplement, ça va devenir de la potasse, donc de l'engrais pour les gazons. Donc, quand vous atterrissez la prochaine fois dans un aéroport, vous allez remarquer que les gazons sont verts. Et c'est en partie causé par le format de potassium qui est utilisé là, durant l'hiver sur les pistes. D'autres types d'applications industrielles pour la manufacturer des vêtements, on appelle ça du leather tanning, entre autres, pour utiliser comme drilling fluid, en bon français, sous la forme liquide. Donc, le format de potassium, c'est un marché de grande envergure, en fait moyenne pour une molécule chimique. 1,6 milliard, à peu près 50 de ce marché-là est en Amérique du Nord. Le reste des 50 est répertorié à travers l'Afrique, l'Europe, l'Asie, etc. Une fois qu'on a du formate de potassium, qui est la molécule HCOOK, il est possible, en y ajoutant un acide organique, de transformer cette molécule en acide formique. À ce moment-là, ça nous donne accès à un autre marché. Le marché de l'acide formique, qui est un marché additionnel avec des applications industrielles additionnelles. C'est un marché d'environ 1 milliard de dollars. Et avec de l'acide formique, ben, c'est une base pour créer d'autres produits chimiques comme le méthanol, le formaldéhyde ou même différents autres types de molécules qui, elles, ont des marchés gigantissimes de l'ordre de 100 milliards et plus. Alors, c'est plutôt intéressant comme technologie. Ce que ça permet de faire également, ce qui est un élément intéressant, c'est que ça permet de régionaliser la production de ces molécules-là. Aujourd'hui, c'est fait dans des méga-centres et c'est distribué à travers le monde avec nos systèmes. Mais on serait capable, dans un modèle d'affaires régional, on prend Montréal, par exemple, où est-ce qu'on sera en mesure d'installer un de nos systèmes ici à Montréal pour fournir les besoins de l'aéroport. Donc, au lieu d'importer des produits d'ailleurs dans le monde, on serait capable de le fabriquer ou de le produire localement. Ça élimine à ce moment-là toutes les complexités de la chaîne d'approvisionnement qui sont de plus en plus complexes, là, surtout avec la pandémie qu'on a vécue récemment. C'était déjà pas facile avant, ça a ajouté un niveau de complexité qui est encore plus grand. Alors, ça enlève toute cette problématique-là qui est reliée au supply chain. Donc, ça vous donne une petite idée de ce qu'on fait électrocarbone. Alors, je laisse la parole aux autres, mais ça me fera plaisir de joindre la discussion là, à ce propos-là ou à d'autres propos plus tard. Merci beaucoup, Martin. Donc, comme tu disais, là, c'est intéressant parce qu'on a eu une présentation sur comment est-ce qu'on doit justement avoir du financement. On pourra revenir peut-être tout à l'heure autour, là, tu nous dis juin 2023, vous souhaitez sortir un premier prototype. Ça fait combien d'années que vous êtes là-dessus? Peut-être qu'autour de table tout à l'heure, on pourra en parler sur ces défis-là. Ça prend combien de temps de développer une technologie? Hein? Je pense que c'est beaucoup de ça qu'il y a au niveau des craintes peut-être présentement, au niveau quand on pense à la technologie pour nous aider dans la décarbonisation, ben, c'est lesquelles qui sont prêtes maintenant. On a eu justement quelqu'un qui recherche à développer des startups pour développer des produits. Après ça, on a eu avec Brookfield l'idée qu'on veut financer un grand déploiement, mais avec des solutions à court terme, justement. On a eu une présentation au niveau du Maroc avec un institut qui tente d'accompagner finalement à temps plein une stratégie nationale avec des enjeux locaux. Puis on termine là avec ton entreprise qui sent justement des gens qui arrivent avec des idées puis qui décident
prendre des risques et d'investir dans un produit, là, ben, on n'aurait pas les autres qui présentent aujourd'hui au panel, là. Donc, merci à tout le monde là, de nous avoir fait un premier pitch comme ça sur la question des technologies. Je pense que c'était nécessaire pour mettre la table un peu. Maintenant, j'inviterai M. Bruno De Tonck à réagir peut-être, puis à nous partager, je dirais, sa réflexion concernant le rôle de la technologie par rapport à la résolution de la crise climatique. Bruno est un professeur à la retraite de l'École polytechnique de Montréal depuis janvier 2017. Les spécialistes en combustion et mesures expérimentales. Il a d'ailleurs mis en place un laboratoire de mesure des émissions des moteurs à essence avec essai sur banc dynamométrique, en plus de participer à des travaux de recherche sur la combustion dans des brûleurs pour en analyser la dynamique des jets. Il a donné de 1995 à 2017 un cours intitulé « Combustion et pollution atmosphérique ». Il est membre, donc impliqué, on voit que c'est un retraité qui est très actif, là, on pourrait dire, là, donc membre d'un comité de citoyens mobilisation environnement antique Quartier-Ville et membre du comité de coordination du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Donc, Bruno, vous avez, là, comme on vient de voir, là, mené là, de nombreuses recherches scientifiques sur la combustion, sur la pollution atmosphérique. On aimerait ça entendre votre réflexion un peu sur votre point de vue concernant la technologie dans la résolution de la crise climatique. Est-ce que, selon vous, les technologies peuvent apporter une réponse adéquate face à l'ampleur de la crise à laquelle on est confronté? Donc, je vous laisse la parole. Merci. C'est un mandat assez lourd que vous me laissez entre les mains. Et puis aussi, impressionné par la qualité des présentations et des travaux qui sont faits et qui se développent en ce moment. Étant à l'extérieur de Poly depuis 5 ans, je me retrouve à être un petit peu coupé du monde industriel. Je suis beaucoup impliqué dans les comités de citoyens, dont un élément que je n'ai pas marqué, c'est le Front commun pour la transition énergétique, qui couvre quand même à peu près 1,8 million personnes au Québec. Mais c'est ça, ma position est un peu externe. Donc, voir des technologies qui se développent et je lis régulièrement les articles de journaux assez spécialisés des fois dans ça, mais ça reste quand même une position un petit peu annexe. Là, vous m'exprimez vos préoccupations puis vos développements et ça me rassure d'une certaine façon. Il y a des choses qui se font, mais en même temps, ça me rassure seulement qu'à moitié. Parce que le monde industriel est un monde qui est en même temps très demandeur d'énergie. J'en parlerai tout à l'heure dans ma petite présentation de 8 minutes. C'est un monde qui est en demande d'énergie pour pouvoir faire ces transformations-là. Et cette énergie-là, on ne pose pas la question d'où elle vient. Il va falloir questionner cette partie-là. De l'autre côté, sur les effets, en tout cas les conséquences de ces technologies-là, une technologie, ça prend un certain temps avant d'en voir les bons et les moins bons côtés. C'est tout le temps un processus qui prend un certain nombre d'années pour devenir mature, s'implanter et après ça, de voir un petit peu l'ensemble de son spectre d'application dans l'ensemble de la société ou de l'écosystème. Donc, je vous dirais que ça me rassure qu'il y a des recherches. Ça, c'est vraiment un élément fondamental. J'ai même fait moi de la recherche à un moment donné avec l'Institut de cardiologie sur une pompe cardiaque. J'ai passé 5 ans à monter un laboratoire de pompe cardiaque là, avec un collègue qui faisait la partie numérique, puis moi la partie expérimentale. Donc, la recherche est un élément fondamental de la transformation. Mais ça ne sera pas le seul. Il y a beaucoup d'autres intervenants là-dedans. C'est sûr que les gouvernements sont très impliqués ou très fortement sollicités là-dedans, que ce soit fédéral, provincial. Municipal, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais les 2 premiers paliers gouvernemental doivent s'impliquer beaucoup plus en recherche. Actuellement, ils sont quand même un peu frileux. Vous devez le constater, faire des demandes de subventions, ce n'est pas toujours facile. Moi, j'en ai fait à l'université, puis ça a été tout le temps la galère pour obtenir des sous. Mais une fois l'argent tenu, une fois les campagnes de recherche développées, il faut après ça transmettre au public aussi. Il y a un élément sur lequel les industriels, je vous dirais, je vous critique de façon positive,
c'est la façon de transmettre à un public plus large le résultat de vos travaux. Puis avant d'arriver à un résultat final, même le processus, comment éduquer une population, comment transmettre l'information pour en faire des gens allumés au niveau énergétique et environnemental, c'est pas facile. Il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup d'éléments qui se passent un peu de tout bord et tout côté. Il y a des nouvelles générations qui ont des positions un petit peu, je vous dirais, technico-sceptiques. Il y a les climato-sceptiques, mais les technico-sceptiques, tout ce qui devient technique ou scientifique, ça devient quelque chose de difficile. Donc, je vous dirais, essayez d'être un peu plus à la place publique. Je sais que vous êtes déjà débordés et ça vous demande beaucoup de temps et que c'est difficile, mais par l'intermédiaire des fois de sociétés techniques ou d'universités, de cégep, si vous êtes capable de passer certaines informations et être en communication avec les jeunes pour pouvoir discuter, voir leurs préoccupations, ça pourrait être très intéressant. Alors là-dessus, je vous dirais que il y a des choses intéressantes. La partie qui m'a un petit peu interrogé de façon sceptique, c'est la partie captation de CO2. Juste quelques chiffres que j'ai en tête. L'ensemble du monde pétrolier gazier au Canada génère 179 mégatonnes de CO2 par année. C'est à peu près ça que j'ai lu récemment. C'est énorme. Comment faire en sorte de réduire ça? Parce qu'on peut réduire la quantité de CO2 localement pour une compagnie particulière qui en émet quelques tonnes par année. C'est une très belle chose et il faut aller vers ça. Mais en même temps, comment régler le problème plus global qui est le réchauffement de la planète, qui est actuellement en discussion en Égypte? C'est un problème beaucoup plus complexe et je pense qu'il va falloir ramener ça régulièrement puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça. Ça va être une autre paire de manches. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Hein? Oui, ben, c'est parfait. Puis je vous invite, là, vous dites que moi, je vous invite à commencer votre présentation là, parce que c'est comme votre tour là, présentement. Donc, si vous vouliez la commencer, votre présentation. Ah, je peux la commencer tout de suite? Oui, okay. oui, allez-y. OK, donc j'ai demandé le droit de partage. D'abord, une première chose, couvrir l'ensemble du domaine, c'est très complexe, c'est très lourd. J'en ai pas la capacité, ni le temps, ni les compétences, sans doute. Disons, je suis parti avec un thème particulier, la sobriété. Pour définir notre rapport au monde, c'est gros, là, c'est des gros termes, mais vous allez voir, je vais essayer de cibler un petit peu mieux. Je pars, puis pour ceux qui m'ont connu à l'université, je pars des fois d'un petit peu loin. Alors, j'ai été dans le Larousse et je reprends deux mots, besoin et désir. Le mot besoin, ça vient d'un vieux mot français qui veut dire soin. Ça veut dire quelque chose qui est nécessaire, un besoin naturel, matériel, sauf naturellement certains besoins qui sont symboliques et très essentiels, comme la liberté. Au côté de ça, désir, ça vient d'un mot vieux latin classique qui veut dire regret. Et pourquoi on a ce lien-là? C'est que souhaiter vivement ou une inclination vers quelque chose, c'est pas sûr qu'on l'ait. Donc, on peut avoir un regret. Ça peut être un peu douloureux. Alors, tous les humains ont des besoins, pas tous, mais par exemple, pas toujours rencontrés, malheureusement. Puis seule une petite partie de la population peut rencontrer ses désirs puis obtenir la satisfaction de ses désirs. Et ça, c'est une première injustice. Quelques chiffres qui viennent de la Banque mondiale. 1950, 3 milliards d'habitants. 2022, 8 milliards. 1975, 350 millions de véhicules. 2021, 1,5 milliard de véhicules. 1950, concentration de cuivre dans les mines en Abitibi, 24 %. Mon père a travaillé dans les mines en 52-53, là. Il était mineur, puis avec les conditions d'époque. 2020, concentration de cuivre dans les nouvelles mines à travers le monde sont de moins de 1 %. Au Québec, il n'y a plus de mines de cuivre. La fonderie Horn ne fait que de recycler du matériel qui vient d'ailleurs, mais il n'y a plus d'extraction de cuivre au Québec, en tout cas de ce que j'ai lu. L'analyse de l'empreinte environnementale fait surtout référence aux ressources renouvelables et le développement économique, lui, est basé sur des ressources non renouvelables. Quand je mets non renouvelable, j'inclus également
les matériaux extraits du sol. On parle, OK, pétrole, charbon et gaz, mais aussi un minerai. Lorsqu'on extrait du néodyme pour pouvoir en faire des aimants puissants pour les éoliennes, ben, il ne se trouve plus dans le sol. Il se trouve ailleurs, puis des fois, on arrive à des drôles de conclusions. Soit vous connaissez sans doute cette figure-là, l'abondance des éléments chimiques dans la Terre, j'en parlerai pas, là, vous connaissez. Mais ce qui est important, c'est la concentration de minerais dans les nouvelles mines. Ça diminue d'année en année. Depuis les années 1840, où on a des valeurs, on s'en va vers une diminution de plus en plus grande. Le problème à ça, c'est qu'au fur et à mesure qu'une mine, puis l'ensemble des mines à travers le monde ont des concentrations de plus en plus faibles, ça demande de plus en plus d'énergie pour pouvoir extraire une tonne, par exemple, de cuivre ou d'or, et ça crée de plus en plus de déchets. Donc, on se retrouve avec une problématique aussi, là. Alors, développer, c'est intéressant, mais en même temps, il faut voir développer à partir de quoi. Même affaire au niveau énergétique et puis au niveau des productions des gaz à effet de serre. Alors, si on regarde, par exemple, cette figure-là, c'est une figure qui vient d'analyse en Australie. Et plus la concentration de minerais diminue, plus la quantité de gaz à effet de serre va augmenter. Ça fait quelque chose d'inévitable, ça. Un livre qui est très intéressant, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est un livre écrit par un chimiste de l'Université de Bologne, Ugo Bardi. Il l'a écrit en 2014, traduit en 2015, il s'appelle « Le Grand Pillage ». Et dans lequel il met en rapport ce qui est dans le sol par rapport à ce qu'on peut sortir du sol. Alors, on a une limite géophysique ou physique de ce qu'on peut sortir par l'énergie et par la concentration. Alors, d'après les chiffres qui sont mentionnés dans le livre de Ugo Bardi et dans des rapports d'autres personnes, c'est à peu près 99,9% des réserves, des ressources théoriques ne sont pas exploitables à cause de la grande dispersion. On ne pourra pas les extraire. Alors, il faut faire attention à ça. J'ai fait après ça un petit calcul. Je me suis amusé pour le Québec. Dire, si on veut faire une transition énergétique au Québec et puis tout électrifier, vers où on va aller? Une hypothèse, je suis parti avec des conditions statiques, c'est-à-dire je prends la population stable au Québec jusqu'en 2050 et une consommation par personne qui n'a pas augmenté. Okay? Donc, on a deux hypothèses fortes, mais naturellement qui sont démontrées comme fausses dans l'avenir. Si on veut complètement décarboner la société, il va falloir passer vers une structure où l'électricité va être élément moteur. Actuellement, l'Hydro-Québec, en 2020, a produit ou a vendu 202 TWh de courant électrique. Si on veut décarboner le transport, l'industrie de bâtiment, ça demanderait 105 TWh de plus. C'est beaucoup. Alors, est-ce que l'Hydro-Québec va être capable de le faire pour arriver dans ces conditions-là en 2050? Il reste seulement 28 ans. Je suis parti avec les éoliennes maintenant. Si on dit on passe à l'éolienne. Les éoliennes de Gaspésie, il y en a sans doute parmi vous qui avaient été promenant en Gaspésie. Ils sont très belles, on les voit de loin, puis c'est comme des beaux oiseaux, là. Ils sont petites, hein? Ils ont 750 kW en moyenne, là, ces éoliennes-là. Actuellement, ailleurs à travers la planète, les éoliennes de terre, terrestres, qui sont installées sont plutôt de l'ordre de 3 MW, donc 4 fois plus grandes. En mer, ils sont encore plus grandes que ça. Si on veut maintenant calculer ce qu'on appelle le facteur d'utilisation des éoliennes terrestres, c'est à peu près 35 %. C'est-à-dire, quelle est la puissance fournie pendant l'année ou l'énergie fournie pendant toute l'année par rapport à une énergie que l'éolienne pourrait fournir réellement quand elle fonctionnerait à sa régime nominal sans arrêt. C'est à peu près 35 %. Si on prend ces deux valeurs-là, on se retrouve avec, je vais tasser ça, on se retrouve avec un petit calcul que j'ai fait, autour de 10 000 éoliennes au Québec à installer. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a des contraintes. Contraintes qui vont être dues à quoi? Les contraintes vont être dues au fait que pour construire des éoliennes, comme je parlais du néodyme, puis il y a d'autres matériaux très sensibles comme ça, dont le cuivre, on va se retrouver en compétition avec l'ensemble de l'humanité. On n'est pas tout seul sur la Terre. Et puis nos éoliennes, même si on les veut, est-ce qu'on va être capable de les obtenir par
les matières premières qu'on n'a pas nécessairement ici non plus sur notre territoire. Il va falloir les importer. Donc, il y a un constat, puis un constat un peu douloureux. C'est la justice climatique doit être couplée avec une justice pour l'accès aux minéraux essentiels à la transition énergétique. Ça, on n'en parle pas. On garde ça un petit peu de côté, puis on dit on va quand même se servir en premier, mais le monde change. Et il y a d'autres choses aussi à considérer. On a parlé tout à l'heure d'économie circulaire. Moi, j'ai tout le temps de la misère avec ce terme-là. Étant aussi un prof qui a enseigné la thermodynamique longtemps, j'ai une affection pour cette science-là, thermodynamique. Et on sait qu'à thermodynamique, il y a des lois qui sont incontournables. L'entropie, on n'y peut rien, il y a toujours une perte quelque part. Donc, à partir du moment qu'on va avoir la nécessité, puis on commence à faire du recyclage, il va quand même y avoir des pertes et de matière et d'énergie. Actuellement, le recyclage du cuivre à travers le monde, ça fait 40% qu'on arrive à faire, pas plus. C'est pas beaucoup. Autrement, il y a un autre phénomène aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a un phénomène de dispersion de matière. Alors, vous savez où se trouve le maximum de platine actuellement sur le globe terrestre? Sur le bord des autoroutes. Pourquoi? Parce qu'on prend le platine comme étant catalyseur dans les catalyseurs à 3 actions des autos à essence et tranquillement se détache le platine de la matière, de la masse du substrat qui est un alumine. Et ça s'en va sur le bord des autoroutes. Est-ce qu'on peut le récupérer? Non. Donc, on a sorti du platine de la mine à haute concentration, A3C, on l'a raffiné, on l'a utilisé et on le disperse. Donc, ça fait en sorte qu'on a une diminution des capacités de recyclage des matières. Ça nous pose un autre problème. Donc, si on fait une conclusion rapide, l'efficacité énergétique est une approche essentielle, mais non suffisante. Puis là, plusieurs d'entre vous travaillez sur l'efficacité énergétique et c'est vraiment un élément sur lequel il faut travailler, que ce soit au niveau industriel, transport et habitation, c'est essentiel partout. Mais j'ai amené le terme du départ de sobriété. Puis la sobriété, c'est notre façon d'intervenir avec le monde physique. Pour arrêter de le considérer comme étant un puits de matière première, puis une poubelle dans laquelle on peut décharger tous nos déchets gazeux, liquides et solides, puis il faut absolument arrêter ça, parce qu'on est en train de polluer l'ensemble de notre environnement et que ça déclenche à ce moment-là un phénomène de réchauffement climatique. Donc, le rapport à la nature, il va donc devoir prendre en compte des limites, puis les limites vont revenir au mot désir. Alors, est-ce qu'on peut désirer tout ou est-ce qu'il va falloir être un peu plus limitatif dans nos désirs? Puis la sobriété, par exemple, peut donner un autre sens au collectif, au partage. Puis là-dessus, une façon d'obtenir une efficacité énergétique du transport, ça va être d'augmenter le transport collectif. Et ça, c'est vraiment une affaire sur laquelle on travaille beaucoup au niveau des groupes de citoyens. Donc, on va falloir passer de la croissance matérielle à un développement où l'humain va être un peu plus au centre de ces éléments-là. Je pense que vous êtes tous très sensibilisés à ça par vos intérêts, là, et ça, j'admire ça. Alors, si on ne fait pas ça, malheureusement, la nature va nous l'imposer assez brutalement, cette sobriété-là, puis ça serait dommage que ce soit la nature qui nous impose ça. J'aimerais mieux que ce soit les humains qui prennent charge de ça par avance et avancent de façon assez efficace pour pouvoir réduire ça. Alors, je m'excuse, j'étais peut-être un peu déprimant, là, mais je voulais vous situer une position un petit peu en retrait, ce que donne aussi la position de retraité. Merci beaucoup. Donc, écoutez, on a passé au début de se présenter des technologies qui, c'est vrai, nécessitent des matières ou tentent finalement de décarboner finalement ou de créer de la matière qu'on utilise présentement dans notre économie en réduisant finalement l'utilisation du pétrole. J'inviterais là, nos participants, là, nos panélistes, à peut-être réagir un peu à ce qui a été dit sur cette question. Je trouve intéressant de peut-être avoir le point de vue justement de ceux qui sont dans le milieu de la finance, en fait, qui viennent financer finalement. On comprend que derrière finance, il y a un fonds, il y a quelqu'un qui souhaite avoir du rendement. Comment est-ce qu'on réagit dans le milieu de la finance à cette notion-là de sobriété? Puis est-ce qu'on est capable de quand même offrir un rendement à un investissement
par la sobriété ou est-ce que c'est toujours de pousser plus par en avant une certaine forme de consommation? Tu sais, je pense qu'une question, c'est que j'aurais aimé, peut-être Michel et Aimé, si vous pouviez peut-être réagir sur cet élément-là en premier tour. Bruno a mentionné en fait les 179 mégatonnes, puis il a parlé aussi de ce que ça représenterait aujourd'hui électrifier, par exemple, le Québec. Là, on additionne 100 TWh, là, on a besoin de 100 TWh, c'est énorme. Nous, on déploie de la puissance, on installe de la puissance, mais on n'est pas là pour installer pour la gaspiller non plus. Donc, ce que le gouvernement du Québec est en train de dire, c'est qu'on ne veut pas investir dans des gros projets qui vont être énergivores, qui ne vont rien apporter au Québec, pas juste en termes de revenus, mais en termes de vous prenez notre électricité pour décarboner vos industries. On veut que ça serve à décarboner. La sobriété, on est entièrement d'accord avec ça. Là, puis augmenter le transport collectif, réduire le gaspillage, c'est tous des problèmes qu'on doit vraiment s'attaquer en parallèle avec le développement de nouvelles technologies, puis d'installer de nouvelles capacités parce qu'on ne peut pas s'en sortir non plus. Là, la population, vous parliez de, je pense, 3 milliards en 1950. On est rendu, on a triplé presque. Donc, et puis, je vais faire un petit pont avec quelque chose qui est intéressant. Une des technologies qui est responsable, en fait, cette explosion de la population humaine, c'est l'industrie de l'ammoniac. L'ammoniac, on produit de l'ammoniac pour faire des fertilisants. On en produit 200 millions de tonnes à peu près à travers le monde. Chaque tonne d'ammoniac, c'est le même ratio que Martin Larocque présentait. C'est 2 tonnes de CO2 à peu près. C'est 2 à 2 quelques tonnes de CO2 par tonne d'ammoniac. Dans l'ammoniac, il y a 0 carbone. C'est de l'azote, l'hydrogène. Pourtant, aujourd'hui, on produit l'ammoniac à partir du carbone. C'est une technologie hyper mature. Ça fait 110 ans, ça existe environ, la technologie d'Haber-Bosch. Une histoire fascinante, là, en passant, la découverte d'Haber-Bosch, mais tellement fascinant qu'on appelle ça le détonateur de la population humaine parce qu'on s'en sert aussi pour les explosifs. Donc, ça tuer des gens dans les guerres, mais ça a aussi fait exploser la population parce que ça fait des engrais, un peu comme les engrais avec du potassium ou de l'azote. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que oui, on doit augmenter la puissance, mais on doit aussi consommer de façon responsable puis s'attaquer à l'industrie, les filières le plus rapidement, les filières les plus prometteuses. J'en nomme une, l'ammoniac. Si on s'attaque directement par électrifier la production d'ammoniac, l'acier, la même chose. On réduit l'ammoniac de 2 à peu près, 1,5 les émissions mondiales de CO2. C'est très simple. Ça, c'est mon point. Bien d'accord avec vous. Merci. Merci, Michel. Vas-y, Mir. Oui, non, juste pour très, très bon point qu'on nous pose aussi très souvent, c'est est-ce que c'est possible de faire des rendements intéressants, mais en même temps avoir un impact climatique très fort. Puis, tu sais, les propos de professeur de Tung que je trouvais fascinantes, mais effectivement, le plus gros problème, ou un des plus gros problèmes, c'est le problème de l'énergie. Et nous, ce qu'on trouve beaucoup, c'est justement des solutions d'efficience énergétique. Juste la semaine dernière, on a parlé à une entreprise là, ici au Québec qui est capable de réduire de 30 la consommation d'énergie avec optimisation de variateurs de fréquence. Ça fait en sorte qu'on peut consommer le même montant d'énergie, mais on peut utiliser le même style de vie si on veut, mais avec un coût moins et avec moins de consommation. Pour les entreprises, évidemment, c'est très attrayant parce que si on est capable de réduire 20 à 30 le coût d'énergie, ils sont plus profitables. Donc, pour les entreprises, il y a un intérêt très, très fort. Donc, il y a un catalyseur, je dirais, assez puissant pour aider à ces solutions à croître, à faire des gains, des rendements très intéressants, mais en même temps à résoudre à des solutions. Donc, je ne vois pas ça comme une contradiction, mais au contraire, je vois une belle complémentarité entre l'efficience énergétique et rendement intéressant. Merci de votre lien que vous faites entre les deux et ne pas les opposer complètement. J'ai un autre élément que je trouve intéressant dans cette idée-là, de dire comment est-ce que la technologie peut nous aider justement à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Hein. On se rappelle, là, on a vu beaucoup, là, je trouve, durant la dernière COP, là, les différents scénarios. Hein. Donc, si on augmente de 4 degrés, 3 degrés, 2 degrés, puis 1,5 degrés, les impacts au niveau des écosystèmes, au niveau des sécheresses, au niveau des coraux,
etc. Puis tu te disais, bon, ben justement, tu sais, professeur de Tung disait, bon, il faut faire attention, là, de ne pas essayer d'utiliser finalement la captation de carbone juste pour nous permettre de continuer à polluer. Ce n'est pas vraiment réaliste de penser qu'on est capable d'attaquer 168 mégatonnes avec de la décarbonation. J'aurais aimé ça t'entendre, Martin, peut-être sur comment est-ce que, tu sais, justement, par une certaine forme, je dirais, de sobriété, de changement de comportement, puis aussi je pense, de s'attaquer à ces notions-là de gaspillage, on est peut-être capable de réduire. Hein. On a vu déjà que, bon, on s'est beaucoup vanté là, au cours des derniers jours, là, avec les efforts qui ont été mis en place par les gouvernements, on s'aligne moins vers le 4 degrés. On est capable, on a revu un petit peu la trajectoire. Donc, comment est-ce que les technologies peuvent se positionner pour peut-être pas essayer de juste compenser les nouveaux GES qu'on émet, mais essayer d'enlever des GES qui sont déjà présents finalement dans l'atmosphère? Absolument. Ben, je veux dire, quand on regarde et on entend les propos de professeurs, ex-professeurs de Tung, on s'aperçoit de l'ampleur de la problématique. Ici au Canada, on parle de 179 mégatonnes. La dernière fois que j'ai regardé un tableau, on était je sais pas, autour du 11e pays le plus émetteur de CO2 mondialement environ. Alors, on peut s'imaginer l'ampleur du problème dans d'autres pays qui en émettent encore plus parce que tout est interrelié. L'air ou le CO2 qu'on émet ici au Canada ou qu'ils émettent ailleurs se transporte d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de frontières. Ceci dit, quand on tente de regarder cette problématique-là, si on tente de prendre une seule grosse bouchée, on risque d'avoir de la difficulté et de se dire que c'est à peu près irréaliste ou irréalisable. Nous, d'un point de vue technologique ou d'un point de vue développement technologique, ce qu'on tente de faire, c'est de prendre une petite bouchée en se disant qu'on va faire partie d'une solution, mais que ce ne sera pas juste notre solution. On va faire partie d'un écosystème là, qui va développer différents types ou différentes technologies qui vont permettre de prendre du CO2 comme matière première et d'en créer des produits à valeur ajoutée, qui vont avoir en bout de ligne, idéalement, un impact profitable ou un impact de rentabilité, là, parce que c'est ce qui va permettre aussi d'accélérer cette transition-là. L'industrie qui est en train de se mettre en place, une nouvelle industrie qui s'appelle le Carbon Tech. Des technologies qui utilisent le CO2 comme matière première de façon générale. On peut en faire du tapis, du ciment, du béton. On peut le séquestrer dans différents endroits, en faire des polycarbonates, en faire du gaz naturel. Il y a plein d'éléments où il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de CO2 comme matière première. Selon les études qui ont été faites récemment, on parle d'un marché qui va avoisiner le 6 trilliards de dollars annuellement. C'est un immense potentiel. S'agit-il de le faire convenablement? Moi, je fais des affaires depuis quand même assez longtemps. On parlait de 20 ans tantôt, je pense que ça fait plus longtemps que ça encore, malheureusement. Mais j'ai l'habitude de vivre dans un monde de compétition. Les gens qui faisaient des choses sensiblement comparables aux miennes, je les voyais comme des compétiteurs jadis. Aujourd'hui, avec Électrocarbone, on tente de développer un écosystème. À peu près tout le monde qui ont des solutions qui adressent le Carbon Tech, ce sont mes amis. On tente de trouver des solutions ensemble et en bout de ligne, toutes les solutions, elles vont toutes être bonnes. Ce n'est pas une seule solution qui va faire la différence, c'est l'ensemble des solutions combinées qui auront éventuellement un impact qui pourront, on l'espère, être bonnes pour notre environnement, notre planète. Donc pour moi, cette notion-là de travailler en écosystème, c'est vraiment, vraiment crucial. Juste ici au Québec, si je peux donner un exemple d'une entreprise comme la nôtre, nous, on a développé des partenariats avec la plupart des universités ici au Québec. On a de la matière grise en quantité industrielle, on a des gens d'une intelligence, on a un esprit entrepreneurial ou qui a de l'entrepreneurship. Alors, que ce soit la Polytechnique, l'Université McGill, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Trois-Rivières, l'INRS, on a des projets, nous, qui sont en cours avec chacune de ces universités-là sur des éléments précis de notre technologie. Ça nous permet d'aller bâtir cet écosystème-là. Ça permet aussi d'aller donner de la matière première ou de la matière à réflexion à certains étudiants qui seront les prochaines générations qui travailleront sur des solutions de décarbonisation, de décarbonation. Fait que ça, c'est un élément qui est important. Je parle d'université, mais c'est la même chose qui s'applique au niveau des centres de recherche. On a ici, nous, on travaille
une solution en électrochimie. Alors, on a développé un partenariat avec le CNET, le Centre national en électrochimie chimie et en technologie environnementale qui sont situés à Shawinigan. Moi, je ne les connaissais pas avant de travailler avec Electrocarbone, mais ça m'a permis de développer ces relations-là. C'est des gens d'une compétence absolument extraordinaire. On a aussi développé des partenariats outre frontières, entre autres Fraunhofer. Les Allemands travaillent, on parle de catalyseurs. Tantôt, moi, je voyais ça d'un point de vue électrochimique. Le catalyseur, c'est une portion importante de notre système, notre cellule électrochimique. Puis on a développé un partenariat avec les Allemands, entre autres Fraunhofer, qui est un des plus grands instituts de recherche dans le monde, sur lequel on a écrit des papiers collaboratifs, des white papers, sur, entre autres, tout l'aspect de la contamination des catalyseurs dans un procédé électrochimique de transformation de CO2. Alors, je pense qu'on contribue de façon générale à essayer de promouvoir ce type de technologie-là. En bout de ligne, qu'on en fasse à partir de CO2, du CO pour en faire éventuellement un syngas, du méthanol, ou qu'on en fasse de l'éthylène, qui deviendra, qui est un monomère qui fait partie éventuellement peut-être une matière première pour l'industrie des polymères, des plastiques. Toutes les solutions vont être intéressantes. J'aurais voulu aussi t'entendre sur, on sait que l'Alliance pour la nouvelle voie, le Pathway Alliance, a été vraiment, je dirais, un des éléments qui était plus, pour lequel le Canada a été le plus critiqué au cours de la dernière COP. Puis on comprend que c'est l'industrie des sables bitumineux ou de l'industrie pétrolière albertaine qui voulait démontrer justement qui souhaitait s'engager dans cette question-là de la lutte au changement climatique. Puis on parlait tout à l'heure, vous aviez dit, M. Detongue, des technico-sceptiques. Comment est-ce qu'on réussit justement à revoir cette question-là, que la Carbon Tech n'est pas juste une façon de se donner bonne conscience, je dirais, de pouvoir continuer à produire justement des GES, Martin? Quand on regarde ça, c'est le monde du CCUS, le Carbon Capture and Utilization, dans le fond. Moi, nous, c'est vraiment, Carbon Capture. Dans l'Ouest canadien, ce qu'ils font, c'est qu'ils enfouissent du CO2 dans le sol, dans des anciennes cavités géologiques qui sont aujourd'hui vides ou inutilisées. Je me construirais certainement pas une piscine dans ce coin-là. Ça pour dire qu'il y a peu de valeur ajoutée à ça. Nous, on voit vraiment la valeur ajoutée. Le Carbon Tech, c'est de prendre le CO2 comme matière première pour créer quelque chose d'autre que de la valeur. Je pense que c'est vraiment l'orientation, en tout cas, dans laquelle nous, on perçoit vraiment un potentiel important là, dans le futur. Plutôt que de prendre, puis en fait, au Québec, on peut pas, on n'a pas de cavité géologique, là, c'est pas possible d'injecter du CO2 dans le sol. Alors, c'est ce que les pétrolières font dans l'Ouest, c'est difficilement réplicable ici au Québec, mais dans plein de régions. Professeur Detongue, vous avez levé la main, mais je pense que vous avez mis le doigt aussi sur un des enjeux, c'est la capacité énergétique. Nous, ici au Québec, notre 2,15 tonnes qu'on sauve par tonne, c'est bien sûr parce qu'on utilise de l'énergie propre, des électrons verts. Avec nos électrons verts, on réussit à électrifier un procédé de fabrication. Mais sans ça, ça serait difficile. Si on installait un électrolyseur qui consomme beaucoup d'énergie dans l'Ouest canadien ou ailleurs, où est-ce qu'on a des centrales au charbon, en Chine ou dans d'autres régions, mais l'impact environnemental ne serait pas positif. Alors, c'est certain qu'il faut développer puis on est chanceux quand on se compare là, au Québec. Là, on est privilégié. Hydro-Québec, on a beau dire ce qu'on veut, mais ça a été excessivement visionnaire. On est dans une situation exceptionnelle. 99,8% de nos électrons sont verts. Si on ne considère pas les territoires qu'on a inondés, mais ça, c'est autre chose. En bout de ligne, c'est effectivement le nerf de la guerre. C'est toute la capacité énergétique verte disponible qui va nous permettre de faire cette transition-là, sans quoi ce sera excessivement difficile. Pas juste pour nous, mais pour à peu près toutes les régions du monde. Monsieur Detongue, je vous laisse réagir, puis après, j'ai une question pour Sukena avant qu'on aille au public. Il ne faut pas oublier que l'Hydro-Québec actuellement est en train... il y a 20 ans, l'Hydro disait qu'on avait trop d'énergie, il fallait en vendre.
Ils ont commencé à faire des accords avec les États du Nord des États-Unis. Après ça, ils ont commencé, il y a 10 ans, à dire « oui, on en a, mais on va privilégier certaines choses ». Et puis maintenant, avec Mme Brochu, elle s'est rendue compte que non, on n'aura pas beaucoup de surplus. Le problème, il n'y a pas seulement que les pointes d'hiver. Il y a des pointes hivernales à certains moments, oui, dans les grands froids, mais il y a des demandes de plus en plus. Moi, j'ai un ami qui travaille à Hydro-Québec qui m'a confirmé hier que régulièrement, Hydro se retrouve avec des demandes d'investissement d'énergie pour des centres de données, pour du Bitcoin et d'autres. C'est des éléments qui ne créent pas d'emplois, qui ne créent pas de richesse locale, pas de matières premières, pas de transformation de matières premières intéressantes, mais qui font simplement gober l'énergie. Il va falloir que l'énergie soit rationalisée pour être capable de l'utiliser au bon endroit et pas n'importe où. C'est vrai qu'au Québec, sur un autre côté, on n'a pas de cavité sur laquelle on peut faire tellement de séquestration de CO2. Il y a du côté de Bécancour, il y a déjà eu d'extraction un petit peu. Il y a des cavernes dans lesquelles on a stocké du méthane. Le côté de l'Ouest canadien, c'est des provinces Saskatchewan, Alberta, dans lesquelles il y a du stockage. Mais ils utilisent actuellement des méthodes qui sont archaïques. Les rendements, moi j'ai lu des rapports récents, ils sont rendus à 65 d'être capables de stocker à partir de la sortie d'une centrale au charbon. Ils n'arrivent pas à augmenter plus que 65 le taux de CO2 récupéré et stocké. Et l'autre affaire qui va être dangereuse pour ceux qui ont fait de la science, vous savez que la molécule de CO2 a une masse moléculaire de 44. L'air a une masse moléculaire moyenne de 29. À partir du moment où il y a un dégazement de CO2, moi, je ne voudrais pas être dans la région. Parce qu'on se retrouve dans une région où on ne respire plus. On ne meurt pas parce qu'on est empoisonné, on meurt parce qu'on est asphyxié par manque d'air. Le CO2 reste au sol et ça s'est passé déjà en Afrique. Ça s'est passé aux États-Unis avec une conduite qui a crevé de CO2. Donc, faire attention. La séquestration de CO2 là, va être un gros problème parce qu'au taux de production de CO2 dans l'Ouest, il n'y aura pas assez de cavité pour pouvoir l'enfouir. Et l'autre élément qu'on ne dit pas non plus, c'est à partir du moment où on produit du pétrole et du gaz pour l'exportation, ben, il y a du CO2 qui va être produit ailleurs. Alors, le domaine de l'énergie est un domaine très vaste, c'est très complexe. Mais je vais m'arrêter là, je vais laisser la place à madame. Sukena, vous avez la main levée, donc peut-être vous avez à réagir aux propos qui ont été tenus, mais allez-y, allez-y. Oui, donc je voudrais principalement remercier M. Détanque pour sa présentation et j'aimerais bien lui poser une question par rapport à la conclusion. Certes, il encourage les actions d'efficacité énergétique, mais pour moi, je trouve toujours que l'efficacité énergétique, certes, contribue à la réduction de notre consommation, mais de la consommation de l'énergie fossile, mais ne réduit pas notre dépendance de ces énergies fossiles. Également, donc, il a posé la problématique de raréfaction des sources minéraux. Je donne juste un simple exemple, par exemple, pour les batteries, les aimants permanents, etc. Donc, je voudrais juste avoir son avis ou bien sa réflexion pour sauver l'énergie, la production d'énergie dans le futur. Voilà. C'est une vaste question. Disons qu'il y a quand même plusieurs niveaux là-dedans. Il y a d'abord, efficacité énergétique est un thème. Puis on est quand même avec un processus qui a amélioré beaucoup. Monsieur Lachan a parlé tout à l'heure de compagnies qui utilisent maintenant des moteurs avec des systèmes à fréquence variable. C'est-à-dire qu'on peut le démarrer puis contrôler la vitesse du moteur en fonction du besoin et non pas être tout le temps avec vitesse constante. Et il y a toutes sortes de choses comme ça. Dans l'industrie, ça existe, dans le monde commun aussi. Il y a les bâtiments qui ont vraiment un besoin d'efficacité énergétique énorme. On peut gagner beaucoup là. De l'autre côté, c'est les modes de production énergétique. Tant qu'il va y avoir du pétrole, c'est sûr que ça va être difficile de s'en départir parce que c'est une énergie tellement facile à utiliser, tellement disponible avec une facilité de transport et de tous les équipements qui existent actuellement pour l'utiliser font en sorte qu'on peut facilement aller vers ça
puis pas faire d'autres choses. Parce qu'elle est très peu contraignante. Hein. Le pétrole, ce n'est pas contraignant. Une fois qu'on l'a sorti, on l'a raffiné, on l'a distribué, on s'en sert et puis il y a tout un réseau qui nous permet de faire ça. Les autres sources d'énergie, l'énergie électrique, en tout cas, qu'on peut produire à partir du pétrole, il ne faut pas oublier qu'il y a une différence d'énergie. On va avoir du pétrole avec une certaine quantité d'énergie. À l'autre bout, à la centrale thermique, on va avoir 35 à 40 d'énergie électrique produite seulement à partir de l'énergie de base, l'énergie primaire. Alors, entre le primaire et le secondaire, c'est important de voir ça. Alors, comment faire en sorte d'optimiser tout ça? Vous avez montré sur une de vos diapositives des capteurs solaires. Vous êtes dans la zone où l'énergie solaire est peut-être la plus favorable. Toute la zone méditerranéenne, nord-africaine, c'est excessivement intéressant. Ce qu'il vous faut, par exemple, c'est vous permettre d'avoir accès aux matériaux et aux technologies pour les construire, ces capteurs solaires. C'est vrai que c'est transitoire. On a toujours un problème de transitoire avec tout ce qui est renouvelable, mais il y a peut-être moyen de faire du stockage. Tout le phénomène du stockage, on n'en a pas parlé, mais c'est un phénomène aussi qui va être bien important pour être capable de faire cette transition-là et stabiliser les réseaux. Les réseaux, même s'ils sont très complexes, ça devient des réseaux quand même fragiles avec les systèmes qui sont uniquement renouvelables. Alors, qu'est-ce qui va être stocké? Est-ce qu'on peut stocker sous forme de batterie, d'hydrogène, d'ammoniac? Parce que l'ammoniac peut être considéré comme un combustible aussi. On le transforme en ammoniac, beaucoup plus facile à garder, liquide. On le brûle, ça peut être une autre façon. En tout cas, il y a toutes sortes de façons, mais c'est des technologies en développement. Alors, moi, je pense que vous avez raison de continuer à travailler en recherche. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Excusez de ne pas répondre peut-être correctement. Bon, on va se tourner peut-être vers les participants, là, parce que, bon, je pense que c'est un échange qu'on aurait envie de continuer tout le monde, puis de pouvoir se poser même des questions entre nous, mais on se rappelle que c'est un dialogue, puis on a des gens dans la salle qui ont levé la main. Donc, Jennifer, tu vas m'aider. On a dit qu'on commencerait avec des questions qui sont très longues, là, donc je vais vous inviter à vraiment peut-être réduire là, votre question. C'était Caroline, c'est ça qui il y avait commençait? Caroline qui était la toute première qui avait posé une question dans le chat et ensuite il y avait Adam. Donc, Caroline, maintenant, si tu souhaites ouvrir ton micro, tu peux le faire pour poser directement ta question. OK, ben, peut-être qu'on peut passer à Adam, qui est en plus mon ancien étudiant, que je suis très content de voir ici. Adam. Alors, content de te revoir, Jean-François. Oui, je me demandais par rapport à la place justement des énergies low-tech qu'on peut avoir justement dans la décarbonation de l'économie en général, parce que je me dis, l'objectif d'une technologie, c'est d'aider les communautés à se développer. Puis c'est des technologies qui sont quand même assez fonctionnelles mettons, en Asie du Sud. Donc, comment est-ce qu'on pourrait justement développer ça pour favoriser le développement des communautés tout en réduisant l'impact carbone de toutes ces technologies qu'on essaie de trouver? Donc, peut-être refermer le micro de Francis, s'il te plaît, Jennifer, puis de Adam. Donc, Adam nous pose la question de voir pourquoi est-ce qu'on ne se tourne pas plutôt vers la question du low-tech, puis indirectement, je pense qu'il amène cette notion-là qu'on a parlé déjà un peu ensemble sur la question de partage. Hein? Tu sais, on sait que les industriels, il y a beaucoup cette question-là de brevets, puis de secrets un peu, je dirais, industriels. Comment est-ce qu'on réussit à se tourner, oui, vers du low-tech, et puis si jamais on n'est pas dans le low-tech, à partager peut-être cette technologie-là entre les nations. On l'a vu un peu avec la pandémie, de l'effet rapide, qu'on décide de travailler ensemble et de partager les technologies. Qu'est-ce qui peut être fait là, à ce niveau-là? Un de nos panélistes est prêt à se lancer. En fait, quand vous parlez de low-tech, c'est quoi un exemple que vous avez en tête? Précis. Adam, donc, oui. Il y a, mettons, tout ce qui déjà, en Asie, mettons, il y a tout ce qui est justement des puits pour collecter l'eau dans des milieux plus isolés, ou alors justement l'accès à l'énergie pour justement simplement avoir de la lumière
chez soi avec justement des petites astuces pour avoir justement mettons des mini-éoliennes par exemple, ou justement utiliser des petits outils pour avoir de l'hydroélectricité par exemple dans des endroits un peu plus reculés. Ouais, non, je sais vois pas ce si que vous c'est clair. dites. Oui, oui, non, c'est clair, je vois exactement ce que vous dites. Puis effectivement, il y a des belles solutions à ça. J'ai d'ailleurs, justement, j'étais en Israël il y a 2 semaines, puis j'ai vu de mes propres yeux, en fait, on a cuit des biscuits avec le soleil en espace de 10 minutes. Ils étaient capables d'optimiser la puissance solaire pour créer un genre de fournaise. Donc oui, le low-tech existe pour des communautés, c'est extrêmement urgent et très utile, mais si on parle je pense que tout doit être en collaboration unie. Pour certains secteurs, c'est important, mais je pense dans la réalité que nous, on vit urbaine en Amérique du Nord, dans le pays développé, on peut utiliser certains éléments du low-tech, mais pour avoir vraiment l'impact à une échelle colossale pour atteindre les objectifs qu'on va atteindre, je pense que c'est un mélange des choses. Vous avez entièrement raison que le low-tech pourrait en effet être une partie de la solution. Elles sont toutes bonnes, les solutions. Je pourrais peut-être avancer une idée sur un low-tech un petit peu plus large de vision. Si on prend le tramway, à Montréal, il y avait des tramways jusqu'à dans les années 50. On les a scrappés, puis il reste encore quelques endroits où il y a des rails enfouis. On commence à les remettre de l'avant. La différence entre un tramway et une auto électrique est fondamentale. Le tramway n'a pas besoin de batterie. Le tramway fonctionne avec des fils et puis avec des capteurs de courant électrique sur les fils. Et son infrastructure interne est relativement simple. On n'a pas besoin d'avoir des éléments très lourds. Oui, il faut avoir un conducteur, contrairement au REM, mais c'est quand même des technologies qui s'adaptent très bien dans le contexte urbain. En Europe, ils en développent partout des tramways. Et il y a tramway, puis il y a le trolleybus aussi, qui est un autobus tramway. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui autrefois étaient très populaires, puis maintenant, on pourrait peut-être regarder pour les ramener. Merci. C'est sûr, moi, en plus, comme urbaniste, je vous dirais que le low-tech le plus connu au Québec, que les villes elles-mêmes se sont mis à empêcher par des règles d'urbanisme d'esthétique, c'est la question des cordes à linge, hein? Donc, quelque chose qui, déjà, Jack Kerouac, dans ses livres, questionnait à savoir c'est quoi cette idée-là de progrès qu'en Californie, on voulait installer. On a je ne sais pas combien de journées d'ensoleillement puis de chaleur, puis on veut vendre des cercueils finalement au ménage. Là, donc, OK. Jennifer, un autre… Oui, par la suite, on avait Francis. Donc, Francis Lapierre, s'il souhaite ouvrir son micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Donc, c'est ça. Moi, je suis sceptique par rapport à la séquestration du carbone. D'ailleurs, Bruno a parlé là, du dégazage là, du CO2 qui peut se produire et qui peut être très dangereux là, quand c'est mené par les compagnies d'hydrocarbures. Moi, les seules techniques là, auxquelles je ferais confiance, c'est des techniques qui transforment le CO2 en solide. Donc, il n'y a pas de problème de dégazage. Pour ça, il faut utiliser l'intermédiaire de l'eau de mer ou de l'eau, tout simplement, sauf que l'eau potable, on n'en a pas des quantités faramineuses. Puis, quand on parle de ces techniques-là, ce serait de prendre des volumes d'eau de mer vraiment là, énormes, là. Donc, on sature l'eau de mer avec le CO2, puis on l'envoie sous pression dans le basalte islandais, OK, qui permet là, de capter le CO2 puis que ça s'incruste dans la roche. Ou encore la méthode anglaise que j'ai vue dernièrement, qu'on fait réagir l'eau dans un réacteur avec de l'aluminium ou du fer pour former des solides. Donc, ça, ce serait deux techniques qui seraient possibles. Par contre, il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, mes chiffres sont peut-être pas bons, je ne sais pas, mais on aurait entre 51 et 59 milliards de tonnes produites de GES annuellement. Je pense que Bruno a parlé de 179 plutôt. En tout cas, au Canada. Oui, c'est pour l'industrie pétrolière au Canada. Ça. Ah, au Canada. OK, mais mondialement, c'est des milliards de tonnes. Donc, je pense entre 51 et 59 milliards de tonnes, je devrais être pas si pire, là. En tout cas, mes chiffres sont peut-être pas les bons. En tout cas, par contre, d'après ce que j'ai calculé, la méthode anglaise, c'était 850 millions de tonnes de GES
pour une seule fois, si elle est bien développée avec tout son potentiel. Donc, ce ne serait pas énorme parce que si on prend mes chiffres de 51 ou 59 milliards, ce serait moins de 2 des GES d'une seule année qui serait récupérée par ça. Donc, il ne faut pas se fier uniquement par ça. Puis la méthode islandaise, possiblement que c'est les mêmes rendements. Donc, on serait à moins de 4 des GES d'une seule année qu'on pourrait récupérer avec ça. Donc, ce n'est pas énorme. Puis j'aurais d'autres questions sur les moteurs puis autre chose, mais qu'en pensez-vous? Je vais laisser Michel répondre. Je peux me donner une petite réponse. D'abord, Martin, la technologie qu'il développe, c'est justement de capturer du carbone, mais aussi de le transformer en solide d'une façon que le produit qui est final est utile. Il y a une autre façon aussi qui est de capturer le CO2, pas de le mettre les deux techniques, je ne les connais pas, il faudrait que j'étudie ça. Mais il y a une industrie qui pollue énormément aujourd'hui, c'est le méthanol. On s'en sert dans plein d'industries, les produits de construction, on s'en sert pour faire des plastiques, on s'en sert pour faire des acides acétiques, du biodiesel. On veut même diluer avec des carburants fossiles un peu de méthanol pour aider à réduire l'empreinte carbone pendant qu'on va avoir du fossile. Mais si on avait du CO2 donc là, on s'entend qu'on veut tous s'éloigner du CO2 fossile, mais pendant une période où on va avoir du CO2 fossile, si on prenait ce CO2 fossile-là et on le convertissait, par exemple, en méthanol qui fait un plastique, je ne sais pas, Oups. Ah, Michel, il est gelé. Michel, craint d'efficacité, mais je veux dire, il est stocké pour un bon bout de temps, ce plastique-là, ce Tupperware-là. OK, super. Michel, on t'a comme perdu, tu as été t'as été capté là, justement pendant une courte période. Il est 16h30, on a certains de nos panélistes qui doivent quitter, là, donc, mais je sais que tu as un autre appel. Je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ton partage d'informations, pour le fait d'avoir envie. Moi, je veux dire, j'ai cherché beaucoup, puis ça commence justement à se développer, mais d'essayer de parler avec des conseillers financiers, des gens qui avaient envie, pas seulement de me dire qu'ils me vendaient de l'investissement responsable, mais de savoir où l'argent allait aller. Puis donc, c'est fantastique de savoir qu'il y a des fonds comme toi qui se mettent à regarder, puis tenter de trouver des technologies, puis d'aller ailleurs, puis tenter de les amener. Donc, merci pour ton temps, puis merci d'avoir partagé avec nous la question de la technologie. Là, on te laisse y aller. Les autres, vous pouvez rester peut-être pour qu'on puisse conclure peut-être en 5 minutes, là, mais on te laisserait aller si jamais tu as un appel. Mais... Parfait. Merci encore pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Au revoir. Salut. Merci. Salut, Merci. Donc, j'ai regardé un peu les autres questions dans le panel. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà été soulevées ou adressées justement sur cette préoccupation-là de dire, bon, est-ce qu'on peut éviter que ça pousse vers une plus grande consommation si on a trouvé une solution pour capter justement le CO2? Puis il y a Selma qui nous disent qu'on ne doit toutefois pas oublier la protection des forêts, des sols, des milieux humides, des océans, qui sont des sources importantes là, pour capter le carbone. Donc, je pense que ça va un peu avec cette notion-là. Je pense qu'on s'est posé des questions sur la sobriété. Puis je trouve en tout cas un thème qui revient pour moi. Je pense que c'est même par la façon que les fonds peuvent influencer finalement, c'est de savoir comment est-ce qu'on décarbone de manière efficace. Hein? Puis on voit qu'au Québec, vu qu'on a beaucoup d'énergie, un peu comme dans n'importe quoi, hein, on a un peu la même chose avec l'eau potable. Quand on en a beaucoup, des fois, on peut avoir tendance d'avoir envie de gaspiller ou de juste prendre des décisions rapides pour se donner bonne conscience. À titre d'exemple, je pense qu'il y a un exemple qui est frappant, c'est toute cette question-là de quand on parle d'efficacité énergétique, puis par la suite de décarboner finalement notre parc immobilier. Hein, on doit, je pense, au Québec, on a accumulé beaucoup de retard par la bonne conscience qu'on s'est donnée par rapport au fait qu'on avait un réseau qui était décarboné. Mais en contrepartie, si on fait juste transférer nos bâtiments vers les plaintes électriques qui ne sont pas du tout efficaces, on va gaspiller des kilowattheures qui pourraient être très essentiels à aider justement peut-être d'autres villes qui n'ont pas de solution pour décarboner leur réseau. Là, on peut juste penser peut-être à l'entente qui a été signée entre Québec puis New York concernant l'approvisionnement en électricité. Donc, Léa, je ne sais pas si tu n'es pas loin.
Oui. Oui, bon. Donc, on arrive à la fin du temps qui était prévu. Avant de te passer la parole, je voudrais dire encore une fois un gros merci à nos panélistes. On s'est dit qu'on allait avoir ensemble justement un dialogue où on allait pouvoir échanger de nos positions, même si on n'allait pas nécessairement être d'accord, de manière respectueuse. Je pense que ça a été vraiment bien accompli, très bien réussi. Merci Soukena pour ton partage international avec nous de ce qui se passe au Maroc. Continuer à travailler là-bas, à essayer de trouver des solutions, de nous avoir fait aussi comprendre que la décarbonation, justement, ça peut être associé à comprendre, hein, puis de bien positionner, puis d'affirmer justement ou de comprendre comme nation, en fait, c'est où est-ce qu'on génère le plus de GES. Je pense que c'est une bonne leçon pour le Canada, en fait, qui doit réussir à affirmer ça aussi de son côté, peut-être. Et puis à nos autres panélistes, Michel, Martin, un gros merci aussi pour votre temps, puis d'avoir partagé votre passion à vouloir justement trouver des solutions qui vont fonctionner d'un point de vue aussi économique avec des fonds d'investissement. Puis, M. Detongue, ça a été vraiment un grand plaisir là, de vous avoir comme ça autour de la table pour challenger, je pense, les idées puis les points qui ont été discutés, à savoir est-ce que la technologie peut vraiment nous aider dans notre stratégie de décarbonation. Pour ceux qui sont à Montréal, je voudrais juste faire un petit clin d'œil avant de te passer la parole. Léa, ce soir, justement, la Ville de Montréal va avoir sa consultation publique, démarre sa consultation publique sur sa feuille de route pour la décarbonation des bâtiments. Donc, c'est à l'Hôtel de Ville ce soir, si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent participer ou qui n'en avaient pas entendu parler. Donc, c'est un geste que les municipalités peuvent faire. Là, évidemment, comme urbaniste, c'est un point qui m'intéresse. Et puis voilà, Léa, j'ai fini mon petit tour. Là. Merci beaucoup, Jean-François. Si tu peux mettre dans le chat le lien pour la consultation publique, ce serait apprécié. Puis un très, très grand merci à vous cinq pour avoir accepté notre invitation et pour avoir eu ce dialogue aujourd'hui qui a été extrêmement intéressant. Et je pense que les points de vue que vous avez apportés sont, comme l'a dit Jean-François, très complémentaires et à aider peut-être à la compréhension de beaucoup d'entre nous. Donc, un très grand merci. Merci également aux participants d'avoir été présents avec nous cet après-midi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.